Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est la comédienne, autrice d'Amos, des productions du Raccourci, Véronique Filion. Salut Benoît. Salut. Salut Pierre-Marc. Hey, t'as changé l'ordre, j'ai failli répondre salut à la place de Benoît. Ouais, mais moi, c'est parce que je regardais Pierre-Marc en disant salut Benoît. Ouais, c'est ça. Fatigué, je pense. Ouais, ça se fait une longue journée. Fatigué. Fait qu'on a rencontré Véronique Filion, mon Matt. Ouais, c'est cool. C'est cool. Elle nous a raconté plein de petites histoires, puis surtout avec les productions du Raccourci qui ont dû un peu changer leur fusil d'épaule avec le confinement, des confinements. Mhm. Des collègues podcasters aussi depuis peu. Donc, Ouais. Pierre-Marc le sait bien, des collègues collaborent Oui. sur le podcast. Je travaille derrière la scène. Travailleurs culturels, travailleurs de l'ombre. Oui, monsieur. Puis d'ailleurs, allez suivre ça là, sur les différentes pages. Un bon podcast scripté. Il n'y a pas de dérapage tant que ça dans ce podcast-là. Oui, ben, les questions sont scriptées, les affaires sont scriptées, mais après ça, il y a de la discussion quand même. Fait que, mais oui, effectivement, c'est beaucoup plus scripté que le nôtre. Un mélange de deux choses. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, dans le fond, c'était la deuxième fois qu'on recevait Véro. Parce qu'on l'a reçu en live, en confinement. Fait que là, c'était cool de se voir C'est plus, en personne. c'est plus naturel. Tu sais, c'est quand on est en live, là, excuse, parle. Ton micro gosse, ton micro c'est bug. Là, c'était naturel, c'était le fun. On a parlé beaucoup des débuts de l'impro aussi, de l'Alibaba Amos, là, ce qui va être un bon on en a appris un sujet. petit peu plus sur sa vie aussi. Ouais. Fait que, on remercie nos partenaires. Médiaté Télé. Et ta gueule, communication. Et vous, à la maison, qui nous écoutez depuis, on sait pas comment vous êtes, mais c'est pas grave. Likez et partagez, c'est ce qu'on veut. Laissez un commentaire, ça nous aide. Soyez coquins, on aime ça. Allez chier. Bonne écoute, mais pas vous autres. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Salut Véro. Salut Mathieu. On va faire semblant qu'on se connaît pas. Là. Ça va être très difficile. Comment ça va? Ça va très bien, Mathieu. On s'était vu, c'est la deuxième fois au podcast. Oui, mais on est vraiment dans des contextes complètement différents. Là, on est en train de célébrer On peut quasiment se toucher, mais 2 le, mètres. le déconfinement. Puis au début, je pense que je noyais un peu mon angoisse dans le Rum & Coke. Je pense qu'on avait fait l'épisode. Je me souvenais pas que tu étais sur le Rum & Coke. Ouais. Il y avait Bruno qui me fournissait tout au long de l'épisode. On l'appelait parce qu'il l'écoutait, puis là, il venait remplir quand c'était Juste pour mettre le monde en contexte, c'était dans les épisodes live qu'on a fait au début du confinement. Ouais, je pense que c'est dans la deuxième semaine du confinement. Exactement. Ils sont tous disponibles sur les plateformes audio, puis il y en a quelques-uns. Je pense que le tien, il est là sur YouTube aussi. Ben, je pense qu'ils sont toutes là. Sur YouTube, non. C'est ça, Non. on les a pas. On a mis les 3 premiers. Ah, bon, mais on Mais pourra mettre le reste. les autres, on pourra les envoyer. Mais ouais, Ça serait le fun, les gens pourraient voir mon visage avant si rose de la pandémie, tu sais, puis comparé avec aujourd'hui. Avec le relâchement. Exactement. C'est le début quand on a commencé à faire du vidéo, dans le fond. Avec Zoom nous a comme donné Donner le coup de pied au le cul. cue pour des vidéos, dans le fond. Ouais. On s'est dit, si les boomers pouvaient faire des réunions sur Zoom, pourquoi vous, les jeunes, vous ne pourriez pas faire un produit artistique original? En fait, c'est plus le budget dans cette situation-là, je pense, qui est tout le temps l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Là. Les boomers vont toujours vous clencher là-dessus, hein, c'est le budget. T'avais-tu fini ça à brosse, par exemple, avec les Roman? Ben, jamais. Contrairement à toi, Pierre-Marc, je me gère très bien sur le rhum. Puis je sais reconnaître les signes de Steve Véro, c'est le dernier verre. Fait que je l'arrête. Ah ouais? On a déjà eu cette discussion-là. Oui, un mané. C'est quoi les signes que Véro, c'est le dernier verre? Ben, premièrement, le signe, quand j'ai le goût de faire des câlins à tout le monde puis leur dire que je les aime, c'est parce que parce qu'en général, j'aime les gens dans la vie, mais je leur dis pas. Mais quand j'ai pris un peu d'alcool. C'est vrai, tu avais déjà dit ça. Je suis comme un vieux bonhomme. Je me fais penser, mon père, il est comme ça. Tu sais, c'est un boomer, c'est un gars de la construction, c'est un gars qui dit pas ses émotions, mais quand il y a une coupe de verre, là, ça sort. Ça sort. Fait que j'étais un petit peu comme lui. Je suis un bonhomme de 60 ans dedans de moi qui a besoin d'alcool pour dire aux gens qu'il les aime. Y a-t-il une gradation de ça pour arriver à un moment où tu te vois-tu dire, ouais, OK, le prochain verre, ça va être le dernier? Ou, Ben, en fait, dans le fond, là, tu vas peut-être dire, c'est peut-être juste à cause du Pepsi qui est dans le Rum & Coke, mais il y a comme un état d'excitation à un moment donné qui vient. Le sucre, où tu dis, je parle trop vite, ou je suis plus capable d'aligner mes idées. Fait que là, c'est là que je me dis, le prochain ferait que je parlerais comme de même. Moi, c'est ça qui est, tu sais, moi, c'est... Je monte ma graine à tout le monde, puis je ris fort. Je comprends pas, il y a comme un pop
qui existe. Il y a un portail hein, que tu franchis, ouais. toi. Ça ouais. va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Boum! C'est ton Ouais. VTech de... Je pense que c'est mon foie qui est trop engorgé, qui fait comme non, t'es plus capable. Pèse Mais sur c'est le vrai, hein. Dans la quarantaine, tranquille, là, ça se gère beaucoup mieux, ça. Je suis retombé sur des photos. Tu sais, ton téléphone, il te fait des montages de telle journée, il t'a Ouais. tel événement. Ouais. Puis là, c'était des photos de ta fête. C'était toutes des photos très correctes, mais très. Oh, c'était festif. Hein? Les yeux un petit peu fermés. là. Pierre-Marc dans les bras de son frère. C'est comment ça s'est rendu là? Pierre-Marc debout sur des tables dans Oui, tous les aussi. bars qui étaient allés aussi. Des J'ai vu ça vidéos beaucoup. Aussi, des memories Snapchat dans un an, je vais recevoir ça, je vais être content. Ouais. Mais c'est peut-être ça, moi, qui m'empêche justement de franchir cette ligne-là. Je me dis, il y a toujours quelqu'un qui a un esti de cellulaire pour te Ouais, filmer ça, ouais. puis ça peut être assez angoissant. Ouais, mais il y a une vidéo qui me fait rire d'ailleurs de ma fête, c'est que j'étais en train de dire de la merde, puis là, maintenant, Mathieu commence à filmer, puis je fais juste, pop, je ferme ma gueule, je mets ma Je calotte. peux pas. Puis il dit, qu'est-ce que tu disais, Pierre-Marc? Parle Hein? plus. Tu vois que ton cerveau reptilien, il a vraiment enregistré les... C'est la 5G qui a reçu. Il détecte Oui. tout Mais de c'est parce que suite, tu peux perdre une carrière avec un mauvais vidéo. Hein? Puis Ah ouais, c'est moi ça. puis Pierre-Marc, on est très carriéristes. Fait que c'est important d'avoir une belle image. Non, c'est juste que je peux facilement dire des choses qui fâchent des gens. Puis pour me faire rire, puis je veux pas que ça se ramasse sur Internet. Ouais, C'est pour ça que je fais des podcasts. Je veux que ça soit subtil. Ouais, c'était pas particulièrement méchant ce que tu allais dire, mais c'est correct. On ne s'est pas enregistré. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais tu sais pas ce qui va choquer les gens. C'est l'interprétation, le contexte, Ouais, c'est pas c'est là. ça. C'est ça, De exact. sortir de quoi d'un contexte, ça peut être vraiment méchant, mais ça peut être juste une citation. Puis faut faire attention. C'est pour ça qu'on Ouais. fait de l'impro. Faut faire Parce attention. que quand on fait de l'impro, on le fait, ça meurt, c'est terminé. Des fois, on le filme, ça grandit moyen. Ouais, hein? On aime ça se réécouter, mais bon, J'ai ça fait pas trop regardé de chemin. des là. vieux matchs de TVC7 là, sur Betamax. Là. C'est vrai? Ouais, il y a quelques impros. Tu sais, les y a la mimés, première saison les qui était mimés filmée au vieillissent complet. bien parce que finalement, on parle pas, mais les autres... Hey, j'ai des DVD des premières saisons. Hein? Ouais. Ben oui, la première saison passait au complet. Ouais. Merci C'est de Bruno ça. qui Ouais. avait légué ça. Ouais, le ben transfert. oui, oui, c'était Bruno qui avait légué ça quand il avait passé l'Alibaba à l'organisation. Mais je n'étais plus au courant que ça existait. Puis là, c'est Steve qui avait les DVD qui m'a ordonné ça fait pas longtemps. Merci Ah ouais? Steve Lévesque. Là. Ouais, puis là, j'ai vu ça. Puis là, j'ai fait, moi, je vais les enregistrer en vidéo. Puis on va mettre ça sur Ça a YouTube. été numérisé, ouais, c'est ça? Ben, je vais le faire. là. Ok, c'est ça. Hey, pour les 20 ans, bientôt, là, ça serait cool. Il me reste 2 ans pour le faire. Attends un peu, j'aimerais ça que Steve fasse un montage des meilleurs impros, là, mais t'es pas toute live au complet. Là. Tu sais, dans une game, vous le savez qu'il y a des bouts moins bons. C'est ça, cette Ouais, année, ouais, on a ouais. fait les grands duels, puis comme c'est un public réduit, TV7 le filmé, puis tu sais, c'est ça, Francis Bégin, le monteur, a quand même coupé certaines impros qui disent ouais, ça passe, mais celle-là, ça passe moyen, mettons. Exact. Ouais. Ça j'ai donné beaucoup de jobs, c'est ce qu'il m'a dit. Ah non, mais c'est correct. De toute façon, ça, c'est des highlights. Là, on peut-tu se le dire déjà que de revoir un match filmé par une caméra avec une prise de son vraiment médiocre, jamais tu vas regarder l'heure et demie. Non. Chris, t'es ramasses TV7 d'un coup. Non, non, vieux pas TVC7, mais je veux non, dire, c'est ben, le contexte. oui. Ils ont-tu, s'il y avait une équipe genre comme la LNI, mettons, Ouais, là, c'est où ça. t'as 5 caméras, t'as un régisseur, puis t'as du son, tout le monde est miké, c'est vraiment différent. Là, mais Non, la qualité, c'est ça vieillit pas bien. Puis, comme la caméra était aussi dans la foule, t'entends bien plus le public réagir que finalement, des fois, les joueurs. les joueurs. Fait que c'est. Tu sais, dans le fond, c'est le fun pour l'archive, puis des fois, c'est juste le fun de ressortir ça un S'analyser jour à un tes peu enfants, aussi. puis tu dis, regarde, maman a déjà fait du mime, tu sais. C'est quand même drôle, tu sais, parce que ça, c'était vraiment la première saison qui avait été filmée. Ouais. Puis toi, t'avais déjà de l'expérience en impro quand t'as commencé la première saison? Ouais, j'en avais fait à l'université. C'était quoi le feeling quand vous avez parti à la ligue? C'était, tu sais, c'est... Ben, c'était cool parce qu'au début, dans le fond, moi, quand j'étais à l'université, je sortais avec Sylvain Cahouette. Donc, Oh, c'est vrai Oui, ça, hein? c'est back ça. in the On days. a sorti ensemble 3 ans. Quelle relation de merde, on peut le dire. Ah, ouais, écoute, c'est Il viendra se clair. défendre. Il viendra se défendre. Et non, Sylvain et moi, on est des super bons amis, mais comme amoureux, c'était pas super. Mais bref, 2 trop intenses. C'est le fun quand c'est intense, mais quand tu pognes les dents en même temps... Vous étiez connu à Amos ou à Québec? Ben, en fait, c'est bien niaiseux, c'est qu'on était dans un bar à Amos. Moi, j'étais déjà à l'Université Laval. J'avais déjà fait 1 an de théâtre. OK. Puis on a des amis communs. Puis il me dit, je m'en vais à Québec en théâtre. Je fais, voyons, tu me niaises. Genre, comment qu'il y a de chance qu'on a 2 Amossois? Puis là, j'avais dit, t'as-tu un appart? Puis tout. Il cherchait une place. Moi, il me manquait un coloc. Ça s'est fait de même. Je pense 1 mois et demi après, on était comme un couple. On a fait ça vite. Ah ouais? Fait que quand on a parti ça à Amos, dans le fond, j'avais présenté Sylvain à Bruno. Moi, Bruno, il était ami avec tous mes ex.
J'ai des très bonnes relations avec mes ex. Fait que bref, on parle de ça, de repartir une ligue. Puis Sylvain, il est partant tout de suite. Puis après ça, il nous présente Jack Gagnon, puis tout ça. Fait que on était comme les 4 crinqués du départ. Puis, fait que c'est ça. On a vraiment recréé ça un petit peu à la manière de la ligue d'impro qu'on faisait à Québec, la Lui. Ouais. C'était quoi le. Tu sais, parce que c'est de l'éducation à maudit quand que vous avez 4 crinqués d'impro qui écrivent des équipes. Marie-Pierre Dumais, es-tu déjà là? Valérie Côté? Bien, la première année, on avait comme fait une rencontre, puis on avait comme starté ça en janvier. Fait que finalement, on avait fait. Ça ne marchait pas. Mais Bruno avait fait une demi-année, avait parti comme l'impro à Poly. L'année d'après, là, on était comme plus organisés. On avait recruté d'autres mondes que ça leur tentait. Le cégep qui s'était greffé. C'est ça. Mais pour répondre à ta question, Pierre-Marc, quand on rencontrait les joueurs au départ, là, il y en avait plein qui ne savaient même pas c'était quoi une mix puis une comparée. Tout le monde voulait faire de l'impro, mais personne ne savait c'était quoi. Les règles, je veux dire, ça datait, là, sinon, de la LNI à Télé-Québec quand on était petits. Radio-Québec. Radio-Québec. Fait que, tu sais, de là à moi, je les écoutais quand j'étais petite, à savoir si je comprenais-tu le règlement, l'arbitrage, non. Fait qu'il a vraiment fallu faire plein de formations, expliquer le jeu aux joueurs. Fait que c'est pour ça que ça a quand même été... Ben, c'était pas laborieux. Ça a été super le fun. On avait des grosses équipes au début. On était 9. Du monde. Fait qu'il y en avait plein qui jouaient pas. Il y avait aussi des gens qui venaient puis qui se sont rendus compte après que c'était plus dur qu'il n'y paraît. Parce que vous savez, hein, il y a du monde dans la vie qui sont drôles au travail, ils font des gags, ils animent une gang d'amis, mais quand tu arrives sur le stage, c'est pas la même affaire. Ils barrent. C'est vraiment pas la même chose. Tu peux être un super joueur d'impro et être plate dans la vie. Puis tu peux être très, très drôle dans la vie, mais pas être capable de le faire sur le stage. Fait que, mais tout est pas drôle à nulle part. C'est un mélange des deux. C'est comme un non-abouti. Je me verse un pichet d'eau quand c'est le temps. Puis sinon, il y a toujours le truc de la nudité. Hein. Ça marche toujours. Ben non, ça va non, plus faire ça. Je sais pas ce qui se passe, moi, c'est le lassard. À chaque fois que je me ramasse à lassard, je me ramasse à moitié tout nu, puis je sais pas pourquoi. Mais c'est tout le temps aux impros olympiques, puis mon costume finit tout le temps qu'un gars à moitié tout nu. En même temps, quand c'est annoncé, hein, Pierre-Marc va être tout nu. Mais en même temps, tu as une fanbase qui vient que pour ça. Ben, il se rendu... Quand j'arrive aux impôts olympiques, je sens qu'il y a comme une genre d'expectation. Je sais qu'il y a une expectation. C'était pas Mick Bédard, il y avait une fanbase de filles, il est toujours comme venir le voir. Mais je sais que l'arbitre Powerpad Broumenchou avait une fanbase de MILF. Il y en avait de la madame qui venait pour le petit short jaune. Ça les fait rêver là-dedans. Ça les faisait rêver. Ah, la déception quand ils ont su que c'était une bourrure. Ouais, quand il y avait un bas. Le regard de pitié que quand le monde me regardait, là, finalement, ouais. Salut Bruno, j'espère que ça va bien. Il est présentement en train de pratiquer. Écoute. On en reparle tout le temps, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais à chaque fois qu'il revient faire Powerpad et qu'il remet son vieux costume, il se sent pas bien. Mais il se passe de quoi dans la salle? Là? Il y a comme une électricité féminine. C'est juste lui, quand il met son costume, fait que je rentre plus dedans. Il y a une nostalgie. À ce temps, il y a une nostalgie aussi que les gens, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu. Fait que quand il arrive, les gens qui l'ont connu disent aux gens qui l'ont dit tu vois, c'est fucké, tu vois, c'est drôle, c'est le fun. Quand il va danser, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est électrique, tu le sais. Là, puis, c'est quand même lui qui a parti la ligue, qui l'a arbitré pendant très longtemps aussi. Puis il y a toujours un aura autour de. Tu sais, même toi, quand tu reviens faire des apparitions, Jack, Sylvain, il y a de quoi autour des vieux joueurs vous avez bâti la ligue, puis ça se respire encore, puis ça se sent encore. Oui, parce que quand on était, c'était à la DOC, vous autres, vous êtes à la petite bouteille, mais tu sais, il y a eu des matchs mémorables, des matchs où il y avait 200 personnes, il y a eu des matchs épiques. Tu sais, quand on a fait venir des gens à l'extérieur, de Montréal, des joueurs ou des petits tournois, des Royal Rumble, fait que tu sais, il y avait quand même une assistance qui venait de façon régulière. Parce que des 10 ans, quand on a célébré les 10 ans avec la LNI, c'était... on était 200, je pense, 30 personnes dans la doc. Personnes, Ça n'avait pas d'assistance. On a reculé les banquettes à côté de ces murs. Puis, il n'y avait plus de place dans les marches. C'était fou raide. Là, puis c'est ça, la LNI était là. Puis le président du CA de la LNI était venu aussi pour venir voir. Puis il y avait quelque chose. Puis vous autres, vous étiez là comme fondateur. Puis tout ça. Une petite présentation. Le maire Chérubin qui avait... il avait fait le lancer de puck. Je me souviens, Jean-Philippe, comment il s'appelle? Jean-Philippe Durand était comme, mais voyons, le maire de la ville vient faire le drop de puck. On ne dirait pas ça à Montréal. Mais c'est parce que
tu sais, en même temps, quand on l'a parti, là, il a fallu changer les mentalités du public. Premièrement, nous autres, on voulait faire ça un mercredi soir. Ouais. Et le monde capotait. Ça ne marchera pas. Faites ça un vendredi, un samedi. Non, il y a déjà des affaires des vendredis puis samedis. Puis nous autres, c'était ça. Hein. Puis là, ils disaient, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de monde. Écoute, si on avait écouté le monde, il n'y aurait pas de l'Alibaba. Puis on a fait, non, ça va être le mercredi, ça va couper la semaine en deux, vous allez voir. Puis c'est sûr que le premier match, on n'était pas 200. Mais à Mané, c'était le rendez-vous. Puis c'est ça que le public disait, ça coupe la semaine en deux. Ça fait que la semaine, t'as comme ton party le mercredi soir, tu sais qu'il te reste juste 2 petites journées, puis après ça, t'as ta fin de semaine. Il y a quelqu'un qui m'a amené un autre point que j'avais jamais pensé, c'est Louis Gosselin, qui vient souvent à l'impro. Là. Il m'a dit aussi, quand tu laisses ça le mercredi, ben là, c'est plus vrai aujourd'hui à Amos, il m'a dit, les parcomètres, là, à 5 heures, plus rien. Ouais. Ben oui, c'est encore vrai. Il y a encore une limite à cette heure-là, tu sais. Ben, à partir de 5 heures, ça finit. Mais tu sais, fait qu'il disait, le monde du parc en ville, puis c'est pas grave, là, ils ont même pas besoin de se soucier de qu'ils vont être là 4 heures de temps. Exact. Ils pensent plus, il n'y a plus de parcomètre. Ça bonifie la vie nightlife au lieu de juste comme la que tout se passe le vendredi, puis tu manques tout. Puis c'est un petit peu dans cet esprit-là que Amos vous raconte, c'était les lundis, mardis, mercredi soir. Tout le monde disait, mais oui, mais personne ne va venir un lundi. Bien, justement, tout est fermé en ville, il n'y a rien à faire. Si on fait tout le vendredi puis le samedi, tout le monde manque tout. C'est comme faire 4 festivals dans la même région, la même fin de semaine. Tu sais. En plus, de la compétition, juste de dire, moi, je m'en vais au chalet. T'sais. Oui, juste ça. Hein? Juste ça. Ouais. C'est niaiseux. Je vais aller à la plage. Je veux profiter de dehors. La pêche, la chasse en Abitibi, c'est important. C'est super important, c'est vrai. Fait que la semaine, on le sait toutes là, que le mardi soir, on se demande quoi faire. Fait que ça, on est bien content d'avoir tenu notre bout. C'était difficile parce qu'il n'y a pas une grosse vie étudiante. Puis l'impro, souvent, ça se tient par la vie étudiante. Ça a été un enjeu? J'imagine au départ, tu disais que c'était difficile. Bien, ça paraît parce que, tu sais, ce qui était un peu plate avec la doc, c'est 18 ans et plus. Fait qu'on avait comme une grosse gang qui était des ados de la polyvalente. Eux autres pouvaient pas... pareil, de toute façon. Mais tu sais, en petite quantité, on n'aurait pas pu faire un appel aux jeunes. C'était les improvisateurs qui étaient mordus, mais on n'aurait pas pu dire à l'intercom, hey, ce mercredi, toute la gang, secondaire 3, tu sais, 2 pour 1, ça va bien. Fait qu'on disait, le nombre de fois, je me suis ramassé juge de salle, puis j'étais comme pas à l'aise. J'étais secondaire, puis j'étais en avant quand j'étais d'arbitre. Exact. C'est arrivé, il me semble aussi. Fait qu'il y a comme ce creux-là, on se disait, on n'a pas les jeunes qui peuvent aller voir d'autres improvisateurs puis avoir un modèle ou une inspiration. Ça, c'est trippant. Mais Criaté permettait ça au moins, parce que quand ça jouait à Rouen. Oui, c'est ça. Ça, c'était pas pire. Puis tu vois que le fait qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants là, dans la jeune vingtaine, oui, ça paraît. Ça paraît vraiment. Parce que quand on allait à Rouen, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. T'as une autre sorte de... T'as juste ton discours aussi. Exactement. Fait que nous autres, c'était comme tout le temps des adultes. Puis c'est ça, à un moment donné, j'étais là, on fait toujours c'était toujours des impros. On était en appart. Tu sais, à un moment donné, j'étais là, c'est comme la réalité de tout ça, mais... Il y avait comme plein de sujets qu'on touchait pas parce qu'on n'avait pas de jeunes étudiants. On avait comme juste des jeunes adultes. Il y a comme un gap, mais il est encore là aujourd'hui. Mais là, maintenant, c'est rendu de l'hypothèque non-stop. Tout le monde parle juste d'hypothèque. En même temps, c'était pour adultes parce que l'Alibaba, ça disait adulte dans le terme. L'Ibaba, voulait dire... À ce temps, c'est rendu l'Alibaba tout ensemble. Avant, c'était la Libaba. C'était un acronyme. La Ligue d'improvisation Bigre pour adultes billard de la doc. Il y a une définition dans le dictionnaire pour Bigre. Je l'avais été voir. Je me souviens pas exactement c'est quoi, là. Mais c'est comme dire pardi, Bigre. OK, c'est ça. C'était juste pour faire un mot. C'est Bruno qui savait pas quoi mettre au bib puis qui a mis ça. Puis je me rappelle d'avoir dit, voyons, tu vas pas, mais c'est ça dans le titre de la Ligue. Il était là, on peut trouver mieux. Tu es là, non, Bigre. Benoît, historien de l'impro à Amos, a réglé le problème. Il a dit, regarde, là, les points, là, non, c'est un mot. C'est plus de faire de, tu sais, billard à la doc. Non, ça marche plus, là, ça existe même plus. Je trouvais que c'est plus beau aussi l'Alibaba que juste la Libaba. Oui, t'as tout à fait raison. Ça a été tout un aria juste pour Facebook parce qu'il est écrit la Libaba. Ouais, espace. Et là, ça a pris 6 mois, je pense, changer ça. Mais on l'a réussi, man. Parce qu'on avait déjà plus de likes. Fait que là, il fallait recommencer à 0 si on le changeait. Ça ne me tentait pas. C'était compliqué, mais... On venait de passer 1000 likes, je pense, à ce moment-là. Les gens de Val-d'Or vous comprennent avec leur trait d'union, leur apostrophe. Ça a duré 10 ans avant de trouver comment écrire leur nom. O majuscule, O minuscule. Tu as parlé d'Amos vous raconte tantôt. L'été s'en vient, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben écoute, quand nous, on a décidé de prendre une décision, on n'avait pas eu encore les annonces que c'était le déconfinement.
Donc, il a fallu quand même, parce que, tu sais, quand ils disent, OK, go, vous pouvez faire des festivals, la moitié du monde ne sont pas prêts, parce que ça ne s'organise pas en une semaine. Vous le savez très bien, les gars. Fait que nous, quand on a fait notre décision, on a décidé qu'on ne le faisait pas cet été, parce qu'on ne pensait pas que la vaccination irait si bien. Puis encore, tu sais, on a encore besoin du 2 mètres puis des masques. Val-d'Or se fait. Par contre, on a décidé de le faire Val-d'Or parce qu'on n'avait rien fait du tout l'année passée. Il faut jamais que les gens nous oublient. Il faut toujours rester un petit peu dans leur spectre. Surtout que Val-d'Or est plus jeune aussi en termes de spectacle. C'est ça, oui, exact. On a fait 2 ans. Oui, c'est ça. C'est pas la même affaire. Mais cet été, on va faire d'autres choses pour animer la ville. On a décidé, je vais vous en parler tantôt, on va parler du podcast, mais on veut faire ça live dehors pour faire quelque chose qui mixe l'envers du décor avec un attroupement de gens costumés, tout ça. Fait que cet été, on a décidé de ne pas le faire puis de revenir vraiment le faire quand le monde va être revenu normal. Parce que moi, j'ai personnellement pas hyper aimé ça, jouer devant du public masqué. J'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça super dur de regarder plein de monde qui n'ont pas de visage, des trous entre les gens. Tu sais plus où regarder ton... On dirait que tu es comme un GPS qui tourne dans le vide. Là. Tu sais plus sur quoi fixer. Là, tu parles de l'expérience de l'été passé. Oui, l'expérience de l'été passé. 2019, fait que 2020. Oui, on a fait comme 4, 5, 6 représentations, mettons, dans une fin de semaine. Shrinké. Fait qu'il était 25 spectateurs, mais qui prenaient l'espace de 100. Fait que ta crowd, ton survol visuel, il est aussi gros, mais il y a juste des trous. Il y avait une madame qui avait le masque avec la visière qu'on voyait son sourire. Dans une représentation, j'ai juste parlé à elle pendant 1 heure. J'étais comme une sangsue collée sur son visage, puis on sentait que ton personnage se feed beaucoup avec le public dans les déplacements. Puis les gens ne rient pas. Puis les gens ne parlent pas dans les déplacements parce qu'ils respectent le 2 mètres. Fait que tu parles pas. Fait que c'était c'était lourd. Puis là, après, tu bulle familiale, mais tu sais, sinon... écoute, mettons, Pierre et Clara sont venus. Ils étaient les deux. Eux autres, en marchant, se sont un peu parlé. Ouais, mais tu sais, le rire va pas se propager parce qu'ils tombent dans des trous. Puis même après, j'allais voir les gens. Avez-vous aimé ça? Puis là, tout le monde, on a capoté, on a trippé. OK. Parce qu'il n'y avait pas aucun feedback. Fait que moi, j'avais pas le goût d'embarquer sur ce genre d'expérience-là pour tout l'été. J'avais le goût de faire d'autres choses. Tu ne reviens même pas dans Val-d'Or, vous raconte, cet été? Je voulais, parce que j'aime bien aller faire ma pute à Val-d'Or. C'est super le fun, mais... Parle-nous de ce personnage-là, parce que là, on est habitué de voir un petit gars, mais dans Val-d'or, tu fais complètement autre chose. J'ai fait une femme et j'assume tous mes attributs féminins. C'est une autre histoire. L'histoire de Val-d'or par rapport à Amos, c'est quoi la différence là, pour teaser un peu les gens? Bien, je te dirais que... Tu sais, Amos, c'était comme une colonisation qui était planifiée par l'Église, par le gouvernement. Fait qu'il y a un côté comme rationnel, un peu plus réfléchi. Alors que Val-d'Or, ça a été très chaotique. Puis ils ont un côté beaucoup plus aventurier. Tu sais, je m'en vais là, je vais essayer de trouver ma pépite d'or. Ce côté-là aventurier était plus prononcé, je pense, à Val-d'Or qu'à Amos. Puis je pense que ça paraît encore aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, encore à Val-d'Or, je les trouve un peu plus willing, plus rapidement à essayer des nouveautés, faire des affaires. À Amos, on va l'étudier, on va en jaser, on va prendre notre temps. Tu sais, puis j'aime ma ville, mais tu sais, la passerelle Chérubin, là, on en parlait quand j'étais au secondaire. Fait que, j'imagine qu'à Val-d'Or, elle aurait peut-être été construite un peu plus vite. Ceci dit, j'habite pas à Val-d'Or. Je ne sais pas dans la vie de tous les jours, mais moi, ce que je ressens, j'ai l'impression que les Val-d'Oriens ont un petit côté cow-boy, un petit peu plus aventurier, une coche de plus que nous, les Amossois, qui reste une ville d'un peu d'église. Ça a tellement été long qu'il a fallu que la personne qui le poussait, ce projet-là, décède pour qu'on le fasse, si c'est pas un aveu d'échec. Oui, c'est un puissant catalyseur, mais on veut pas ça, là. Non, mais c'est ça, tu sais, on veut pas se rendre là pour faire des projets. On va pas on va le faire en son honneur. Mais on va attendre que Ben décède avant de réparer le vieux palais. Mais tu sais, mettons, barrer la rue des magasins pour faire une grosse vente trottoir, puis barrer la circulation des autos, là, ça fait longtemps qu'ils en parlent, la Chambre des commerces. Une fois. Mais c'est ça. Voyons, à Montréal, ils barrent 8 rues à la même fin de semaine. Puis nous, tu sais, puis on est capable de faire le tour, là. Mais imagine-toi, là, tu sais, là, ils ont refait les lignes, c'est la principale. Ouais. Oh, tabarnak! Puis la piste cyclable. Ben, avec la piste cyclable, les stationnements, puis ils ont enlevé 2... Avant, c'était 2 voies, maintenant, c'est une voie. Puis juste les commentaires, puis juste la réflexion de la première. Puis... Retournez au podcast numéro 3.
c'est ça. Reprenez mon discours, remettez-le pour exactement cette situation-là, puis le problème est réglé. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens. Je trouve ça juste drôle que c'est ça. Le problème ne sera pas réglé, Mathieu, mais vous allez avoir l'opinion de Mathieu. Non, mais c'est ça, mais dans le sens que le monde sur Facebook, ça commande ben trop. Puis la vérité, moi, j'y crois pas que c'est une majorité de gens, ce monde-là. C'est juste du monde. Non. C'est des colons qui parlent trop vite. Puis nous autres, qui est bien normal, bien... en même temps, juste la principale aussi, c'est dans les normes d'urbanisme provincial. Ben oui, tu sais, la ville devait le faire. Faut qu'il y ait un accès cyclable, c'est une demande. Hier, j'ai fait un méchant parcours. Je suis partie chez nous, on est allé au Parc Lyon, on est allé faire tout vers le Canadien Tire. On a repogné tout, on l'appelle la piste à Sicard. Celle-là de bois. On est retourné par la passerelle. Tout en vélo. En arrière de Tembec? Nous autres, on l'appelle la piste à Sicard. Ben ouais, moi, je me promène là depuis OK, je pensais que c'était en cours de. Non, c'est vraiment cute. C'est cool. Oui. Puis c'est ça, on se disait ça. Hey, en 2021, là, c'est plus la priorité auto. Là. Puis je veux dire, tu sais, notre été, là, avec nos pistes cyclables, là, c'est quoi? C'est 8 semaines. Là. Après ça, là, dès qu'il y a une petite neige, tout le monde va pouvoir se reparquer dans la piste cyclable. C'est un petit changement d'habitude pour 2 mois d'été. De toute façon, l'hiver, mettons, on en parle de la principale. L'hiver, là, le 2 voies devient une voie. Oui, c'est ça. Fait que ça change rien. Exact. Au final, le monde, il cherche une raison pour chialer. Ah oui, quand même beaucoup. Moi, toutes les fois, quelqu'un qui roule dans les 2 voies en même temps, puis OK, ben là, j'irai plus vite que toi. Il y a ce problème-là. Non, mais à Amos, le déneigement fait en sorte qu'il y a tout le temps juste une voie d'ouvert. Le déneigement par le milieu, le banc de neige au centre, ça fait que ça bloque. Fait que là, non. Tu sais, moi, j'arrive souvent de l'autre côté, là, du sud au nord, puis là, ta voie, mettons, le banc de neige du milieu, même si c'est un terre-plein, il n'est pas déneigé jusqu'au ciment. Fait que là, ça fait que t'as pas une voie, t'as pas 2 voies, t'as une voie et demie. Ouais. T'es comme un milieu, t'es comme dans le milieu des 2 voies l'hiver. C'est ça. Puis c'est partout, tu sais, des fois, on s'analyse et on dit, bon, Amos, fais pas bien ça, mais la vérité, Rouen vit le même problème. Il y a d'autres villes au Québec qui vivent le même problème. c'est pareil. On en parlait hier. En parlez-vous dans Amos vous raconte ça? Les chialeux, ben oui. Oui, les chialeux, les bitches. Ben, ça serait genre... Ben, là, ils chialent pas sur les vélos, mais ça serait genre de propos. Puis c'est pour ça qu'on... Puis on en a à Val-d'Or, tu sais, des chialeux, des chialeuses, puis c'est des personnages qui pognent. Pourquoi? Mais parce qu'ils se disent à voix haute ce que bien du monde disent à voix basse. Ouais. Fait qu'ils deviennent sympathiques, mais encore là, à un moment donné, que ça fait un chialeux, ça tape sur le gros nerf, là. Tu l'invites pas sur ton perron quand on se prend une petite bière. Sont toujours dérangeantes parce que ça chiale tout le temps. Fait que on les aime, mais à petite dose. Les commentaires sur la cathédrale, c'est ça, c'est la peur du changement, c'est tout. Oui, exact. La première avenue, même principe. Oui. Dans 50 ans, on va être fiers. Bon, je sais pas, là. Mais hier, je révisais avec mon fils aîné pour un test d'histoire. Puis là, on couvre la période de 1945 à 1980. Fait que là, on révisait là, des lois sur le féminisme. Puis à un moment donné, il me regarde, il dit « Hey, il me semble que ça ressemble à toutes les autres choses qu'on a étudiées au cours de l'année. » Il dit « Finalement, l'histoire, je dis « Ouais. Finalement, l'histoire, ça se répète. » Puis c'est pour ça qu'on l'étudie, parce qu'on dirait que on répète les mêmes affaires, les mêmes projets. Il était là. Il dit, voyons, il dit la loi 101, il dit avant, il dit là, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de la protection du français. Je dis, ben oui, mais c'est ça. Tu parles de la loi 101 dans les cours d'histoire au Québec? Ben, dans les livres, écoute, c'est un petit survol. C'est comme le féminisme. Hein? C'est deux lignes là, dans un petit cadré bleu. Les Autochtones, pareil. Ils mettent tout ça dans le même carré. Rosa Parks, le féministe, la loi 101. Exact. Mais on a su hier le surnom de Maurice Duplessis. Puis là, on riait parce qu'il s'appelait le chef. Okay. Ça fait fureur en esti, si vous voulez mon avis. Fait que là, mon fils, il dit, hein, il dit, on l'appelait-tu chef? J'ai dit, ben là, s'il est écrit dans le livre d'histoire, ça veut dire qu'ils veulent que mes enfants l'apprennent. C'était son surnom médiatique, j'imagine. Puis qui était assez rough, Duplessis. C'est ça. C'est comme Margaret Thatcher, la dame à la main de fer. Dans le gant de velours. Même pas, c'était juste la dame de fer. La dame de fer. Oui, la dame de fer. Elle n'avait pas de gant de velours, hein? Non. Non, mais elle a remis le pays de l'Angleterre sur pied, paysan. Ben, tu vois, j'ai écouté la série The Crown, comme beaucoup de monde, pendant le confinement, puis c'était une personne que je connaissais pas. J'avais tout le temps entendu que c'était une grosse, pas fine, très sévère. Puis sérieux, j'ai développé beaucoup d'admiration. J'aime bien les gens qui... Ça à la vis? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, sinon, ça avance pas. Ça chiale. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit...
si ça va faire, on va le faire, puis dans le pire, on se sera trompé. Là. Puis une femme qui est comme ça, c'est plus difficile à accepter, on dirait. Ça se peut-tu? Ça doit. Puis pour la population, oui. Même encore aujourd'hui, j'imagine que certaines femmes autoritaires, rapidement, tu peux tomber dans un C'était quoi la cliché. Madame Marois, mettons, là, elle a vécu dans un château, fait que là, c'était mal vu. Philippe Couillard puis François Legault, là, ils n'ont pas des petites maisons, là. Non, ils n'ont pas des petits bungalows, tu sais. Ouais. Non, c'est sûr que le double statut était là. Et tant mieux, il tend à s'en aller. J'avais de l'espoir dans mes yeux puis dans ma phrase. Je dirais que j'ai comme mal processé la phrase. Je sais que j'ai pas été capable de ressauter dessus. Non, mais c'est ça, c'est vrai que on dit, on parle beaucoup de l'homme blanc privilégié, puis tout ça, mais c'est vrai, faut pas se victimiser à cause de ça, là, mais c'est vrai que les femmes qui sont en position d'autorité, on dirait que t'es facilement, t'es bossy, boss des bécosses, ou t'es autoritaire, donc t'es pas sympathique. Oui, c'est sûr. Un gars, c'est juste, c'est ce qu'il veut, c'est un leader. Oui, exactement. Fait que c'est la même caractéristique, mais c'est vraiment deux perceptions. Puis, fait que c'est pour ça que je disais que Margaret Thatcher, quand j'ai vu qu'elle était seule de femmes à tenir une gang de gars, puis elle les a tenues, puis elle les a faites, les réformes. OK, c'était dur, mais ça a été, je pense, nécessaire. Tu fais tabarouette. Puis en même temps, dans la série, on avait son côté humain. Il était très proche de son mari qui a soutenu sa carrière. Tu sais, il était lui-même avant-gardiste un petit peu avant son temps. Tu sais, puis finalement, je l'ai admiré. Puis je me disais, il fallait avoir une force pour se tenir tout le temps droite, puis d'avoir les petits commentaires, les petits regards, puis de tenir sa mission. On l'a pas vu dans la série, mais j'imagine qu'il y a une couple de soirs qu'elle devait pleurer en se couchant le soir en se disant qu'est-ce que je fais là? C'est tough. Puis t'imagines, elle avait juste le média à gérer. Elle n'avait pas le réseau social. Exactement. Imagine aujourd'hui cette femme-là qui est réseaux sociaux. Ça a l'air que t'es sur TikTok. Ah, ouais. Des tutos de maquillage, t'es pas pire. De cheveux, comment bien mettre son spray net puis que ça tienne. Ça se faisait juger à cause de ça, encore, madame. On a revu le budget de spray net, là, c'est pas net, cette affaire-là. C'est beaucoup de stock. Quoique nos gouverneurs généraux à nous au Canada. Des exemples. Numéro 1. Les cheveux, le maquillage, ça coûte cher. Julie Payette, mais Julie Fessefort. Puis l'autre d'avant, là, Thibault. Ouais. Thibault. Après ça, il y a eu Michael Jean. Ouais, c'est un beau trio. Fait qu'on peut le dire officiellement, ça coûte cher, une femme au pouvoir. C'est pas nécessairement que ça coûte cher une femme au pouvoir. Je pense que c'est juste que je pense qu'on n'a plus besoin de gouverneur général. Non, on n'a vraiment plus besoin de gouverneur général. Puis peu importe, je pense que si c'est des femmes, même s'il y avait même s'il y a eu des hommes. Oui. Ça n'a pas été mieux. Ça n'a vraiment pas été mieux. Le job, c'est de représenter la reine. Mais c'est ça, on dirait que. Puis un poste de pouvoir de même, sans vraiment d'effectifs, c'est sûr, ça doit jouer dans le cerveau. Mais ils ont un pouvoir réel, mais qui n'est pas utilisé juste par principe, mais il pourrait avoir à un moment donné une gouverneur ou un gouverneur général qui fait là, je vais foutre la merde d'ici, puis OK, on vide les chambres, on change le gouvernement, puis là, il pourrait faire ça au nom de la reine, puis c'est ce qu'on a peur un peu, là, si la reine Élisabeth meurt, là, ça se peut que ça change nos gouvernements à cause de ça. Ça serait une belle occasion de se débarrasser de la monarchie. Moi, je lance le... Faudrait le faire avant. Sinon, moi, je veux pas Charles, on switch tout de suite à King... William. William, hein? Ah oui, je l'ai su sur Instagram. C'est vraiment un couple adorable. Je trouve ça dommage parce qu'on dirait que, justement, on a commencé à parler de la place des femmes dans la politique, dans la sphère publique, entre autres. Fait qu'ils ont pris ce poste-là pour donner une présence aux femmes. Mais là, dans le fond, ils ont pris un poste qui sert à rien pour mettre une femme. Tu fais comme, ça aide personne. Non, ça l'aide pas son statut, c'est sûr. Au final, là, tu pousses plus loin, tu fais Chris, elle crisse rien. Mais c'est pas vrai qu'elle crisse rien parce qu'il y a quand même certaines fonctions. Là. Mais si Mme Payette a réussi à créer un climat toxique de travail, ça veut donc supposer qu'il travaillait. C'est ça. Il y a des équipes. C'est la représentation. Là. C'est vraiment la représentation. C'est le lien avec l'Angleterre, la monarchie. Ils font quelque chose, mais tu sais, moi, je sais pas exactement, concrètement, ce qu'ils font pour la population. Ils obéissent surtout au gouvernement en place, c'est ça l'affaire. Mais quand c'est le temps de déclencher les élections, cette affaire-là, mais autrement, là, ils peuvent quand même présenter des projets de loi, des trucs comme ça, un peu comme la première dame ou le premier homme là, aux États-Unis. Il n'y a pas encore eu de premier homme, là, mais... Il y a un premier vice-homme. C'est ça. Mais il n'y en a pas encore eu de premier homme. C'est ça.
Passé proche. Ça s'en vient peut-être. C'est sûr, ça s'en vient. Moi, je vois ça. Avant ma mort, c'est sûr qu'il y a une femme présidente des Kamala Harris, si ça va bien avec Biden, là, c'est pas dire qu'il va faire une deuxième élection. Là, exact. Mais Kamala, elle a dit qu'elle n'était pas prête, mais en tout cas, on verra dans le temps. Là, mais tu sais, c'est dans 4 ans. Alexandra Ocasio-Cortez aussi, là, qui qui est sénateur, sénatrice. Elle a du torque puis elle a du potentiel. Là, à Shell, même comme Biden, qui sont. Moi, c'est un peu ça que je m'attends de politiciens. C'est que même si ton chef prend des décisions de merde, ben, que tu lui dises que ce que le républicain fait pas aux États-Unis. C'est ça que Ben, il fera jamais de politique dans le contexte actuel parce qu'il va toujours se pogner avec son propre parti. Ça marchera pas. Ben, je vais faire mon propre parti. Ben non, parce que tu vas te pogner avec ton membre. Mais je vais en faire un autre. ça c'est... L'homme aux 8000 partis individuels. Il y a 20 partis différents. T'es comme Martine Ouellette. Pour avoir la majorité au Québec après Benoît, ça prend 2%. Non, mais tu sais, moi j'avais eu le fantasme de faire un parti du peuple. Mettons, là, ça a l'air vraiment conservateur. Citoyen au pouvoir. Non, ça a l'air très, très conservateur. Mais mettons, de dire, ben moi, la ligne de parti, je veux que ce soit le monde qui décide c'est quoi les priorités. Fait que, dites-moi c'est quoi vos priorités. Mais c'est ça le but du citoyen. En faisant c'est un peu ce que Québec solidaire fait aussi. Moi, là, si je serais en politique, ce serait une dictature. Je serais tyranne, mais tu sais, un peu comme Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Rappelez-vous, quand il offre l'anneau, là, elle le voit, elle veut le prendre, puis là, elle a une espèce de délire psychotique très féministe, qu'elle va comme dominer le monde avec des très bonnes intentions, mais... Quand tu as du pouvoir, même ta bonne intention se fait corrompre. Puis moi, je me suis dit, moi, je suis une Galadriel. Si on m'élit, là, je passe des lois, je consulte pas. Non. C'est plus le temps de tout ça. C'est le temps de passer à l'action. Non, mais moi, tu vois, contrairement à toi, je m'étais toujours dit, mettons, je m'en irais en politique. Premièrement, il faudrait que j'aie des gens qui parlent à ma place parce que je passerais mon temps à m'ostiner. Mais j'aimerais ça avoir un conseil de sages. J'aimerais ça avoir des experts dans chacun des domaines, puis ce serait eux autres que je consulterais. Techniquement, ils ont ça. Oui, mais ils ne consultent pas. Ils sont élus, par exemple. C'est pas vraiment des experts. C'est ça. Ben, tu sais, il y a du monde pas élu. Un expert en pharmacie, tu as un expert il nomme le chum. Non, mais tu pourrais dire, mettons, moi, j'ai mes ministres, là, peu importe. J'ai mes ministres, mais tu pourrais t'entourer d'experts en économie. Tu as le ministre de l'économie, mais tu as ton conseiller économique. Pierre-Yves McSween, mesdames et messieurs. Ça, c'est l'utopie. Mais c'est ce qu'ils font dans l'utopie, ça serait ça. Ça s'avère que c'est leur chum autour. C'est tout le temps ça. Mais tu m'as aidé à me rendre où je me suis rendu, je vais t'aider. Si tu veux connaître les gens, il faut que tu les connaisses. C'est sûr. Ça devient un ami, peut-être. Mais faut pas que tu aies peur d'aller à l'extérieur. Mais même à ça, si j'étais premier ministre, moi, je nommerais les personnes dans l'opposition pour devenir ministre. C'est ça, exactement. Toi, t'es plus compétent en économie, toi, t'es plus compétent en culture. T'aurais le droit de le faire. Je sais, mais c'est ça qui devrait être. Ça n'arrivera jamais. C'est de même que, à l'époque, je pense, en plus, c'était Gendron qui était là, mais le poste de président de l'Assemblée nationale, ça a toujours été le parti au pouvoir. Mais là, une année, il a fallu qu'ils s'entendent. Mais là, d'un, ils ont prêté un troisième vice-président qui est issu de l'opposition. Puis, une année, le président était de l'opposition parce que là, c'était dans le fond, il n'y avait pas de majorité, c'était une minorité. Fait que là, c'était un président, c'était Gendron qui était là, qui était dans l'opposition, la deuxième opposition même, qui était rentré président parce que l'autre faisait pas l'affaire. Fait que il y a des petits pas de même, mais en général, tu as le pouvoir, tu décides, tu mets ta gang. C'est sûr. Oui. Puis reste qu'on est un petit pays, le Québec. Donc, on est quand même... On est un pays! Ben, moi, dans mon cœur, il y a tout le temps un pays. Là, certes, une nation, en tout cas, ça, c'est sûr, on l'a pas perdu. Une nation, gagné, une culture hors de... ça, c'est clair. Mais bref, on est quand même environné dans une globalité qui a beaucoup d'influence sur nous. Tu sais, c'est pas les États-Unis, justement, qui nous donnent l'exemple de consulter des experts scientifiques ou... non, les cartes de turf aussi, complètement balayées, complètement... Ben, plus maintenant, là. Maintenant, il est revenu à son poste. Joe Biden, mais dans le temps de Donald Trump. On a eu 4 ans dans le temps de Harper, il y a eu beaucoup de coupures, nous autres aussi, avec les scientifiques. Oui. Puis un scientifique, ça n'a pas d'émotion. À un moment donné, tu dis, c'est ça le fait, c'est ça qui arrive, point. Charles il y a pas de... un peu d'émotion quand même. Charles Tisser a juste une voix. C'est ça. On le sentait dans sa voix, justement, quand il y avait toutes les coupures, on le sentait que ça le pognait là. Ah ouais, ben écoute, pour cette communauté-là, la communauté scientifique, là, c'est un désastre. Là. Puis on l'a senti juste comme, tu sais, dans le fond, ils étaient là au pouvoir, là, ils ont fait leur coupure. C'est après qu'ils soient partis qu'on a commencé à se rendre compte que là, les études, puis on n'avait plus de données, on n'avait plus d'informations. Chris, c'est ces coupures-là, là, on n'a plus d'infos sur rien quand on veut prendre une décision. Fait que, OK, on va réinvestir. Ben, on a perdu du temps. C'est un peu l'idée, je pense, c'est de réussir à...
S'il y a moins de faits. Ça aurait été le fun avec une pandémie d'avoir plein de scientifiques, mais là, ça n'a pas dû être facile dans ce contexte-là non plus. Là. Passer des idées conservateurs, c'est beaucoup plus facile quand tu n'as pas de réalité scientifique qui existe. Oui, Parce que ça évolue. La science évolue, le conservatisme se conserve. Alors. Exactement. Fait que bonjour à tous ceux qui croient que la Terre est plate. Oui. C'est grâce à M. Harper, ça, qu'il y a encore des gens comme ça. Oui. La 5G, c'est pas pour rien qu'on dit « je voyage aux 4 coins de l'univers ». Ça, c'est une boule. Mais c'est prouvé aussi que ça prend 7 $ pour prouver ou démentir une fausse information qui a coûté 1 $ à faire. Oui. T'sais. C'est du temps. Souvent, tu fais il y a souvent un ou deux personnes qui financent la fausse information, puis après ça, ça te prend des efforts colossaux juste dire non, c'est pas ça la vraie. Le fait, c'est ça. Voici des preuves. Puis, non, moi, je l'ai vu sur Facebook. Il y avait un mème, là, il parlait de ça. Il y avait un mème. Mais c'est vrai, c'est rendu ça, les sources. Oui. C'est quoi tes sources? C'est un meme. Oui, c'est ça. Il y avait un meme. Il y avait un gars sur TikTok qui avait dit que... J'ai lu ça sur Facebook. Là, il me demandait mon adresse. Là. C'est ça. Là. Ça, c'est vrai. C'est clair parce que le mensonge fait toujours appel à ton émotion. Ouais. Puis ça, tu t'en rappelles tout le temps plus que ce que t'as passé par l'esprit. C'est pour ça qu'on fait des shows émotifs, parce que le monde s'en rappelle. Fait que si t'as lu une nouvelle qui t'a choqué, shaké, whatever, même si tu lui dis pendant 3 semaines c'était pas vrai, mais l'émotion est canée. Puis... La COVID, c'est vrai jusqu'à temps que quelqu'un dans ta famille meure, tu sais, pour ces gens-là. Là. C'est pas vrai jusqu'à temps que quelqu'un meure. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact, quoi. Ouais, c'est ça, parce que quand il meurt, c'est plus vrai. Non, il est mort du cancer, finalement. Puis le COVID, il n'est pas rond, il est plate comme la Terre, aussi. Il a la même forme. C'est pas une coïncidence. Des fois, ça va encore plus loin. Il y a quelqu'un, moi j'ai lu des trucs sur Internet, si c'est vrai, c'est pas vrai, on le sait pas. Mais bref, il y a des familles qui s'astinaient contre les médecins pour dire c'est le COVID qui a tué. Ah non, ça n'existe pas le COVID. T'es en train de. Il a inventé des affaires, puis il voulait faire changer les certificats de décès. Puis là, sûrement que le médecin acceptait, puis là, c'est là, il promenait leurs preuves. Non, le médecin acceptait jamais. Il acceptait pas, mais il y avait des. Parce que la constatation du décès est faite avant que la famille arrive. Ou des fois, la famille est alentour, mais c'est le médecin qui décide. Si le médecin il change, il est pissou. C'est ça. Souvent, ce qu'ils ont écrit beaucoup, c'est comorbidité. Ça, c'est prouvé réel qu'il y a des comorbidités dans beaucoup de cas. Elle a été atteinte de la COVID, puis il y a d'autres choses qui l'ont. C'est sûr que là, si tu as pogné la COVID en plus, ça a accéléré ton affaire. Si tu avais de l'asthme sévère, mettons. Asthme sévère. Puis des cancers, j'imagine que ça aide pas d'avoir le coronavirus quand tu as le cancer. Du poumon, j'imagine. En fait, il faut pas être malade parce que dans le fond, on peut avoir un virus qui va catalyser toutes nos maladies. Ouais. Fait que le but, c'est d'avoir... C'est comme M. Burns. Ah non, mais il y avait pas un film là, qu'il fallait qu'il soit malade pour passer au travers du virus parce que quand t'es... Mettons, quand t'as la galaxie près de chez vous, c'est dans une galaxie. Ah oui, c'est ça, dans une galaxie. Les ions du facteur X. Ouais, mais c'est vrai que quand t'as une petite grippe, ton système immunitaire, il est tout de suite réveillé puis t'es capable de répondre plus vite au... Qu'est-ce que c'est niché, ça? Le ion du facteur X. Je pensais pas me souvenir de ça. Ben, tu l'as fait, Mathieu. Moi, je suis comme, semble, je me targue des avoir toutes vues puis je le cherche. Il se mouche tout dans la face puis il y a comme plein de mouchoirs dans le fond du vaisseau pendant cette émission. Serge qui arrive, le ion. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ion envahit le corps de Bob. Puis là, Bob, il fait assemblant d'être malade, parce qu'il est jamais malade. J'aurais tellement aimé ça jouer dans cette émission-là. Je sais pas, hein? J'aurais aimé ça, je sais pas, par hasard, qu'il ouvre un bottin, il voit mon nom, il m'appelle, puis... C'est Danny qui nous disait qu'il avait réussi à parler à Claude Legault et dire si jamais tu as un caméo dans le 3e film. Fait que si Danny est capable, t'es capable. Il avait poussé ça aux toilettes. On est toujours à 6 degrés de quelqu'un. Fait que là, tu sais, ça va vite. Là. Mon degré avec Danny en connaît pas mal. Puis nous autres, on a fait un podcast avec Guy Jodoin. Fait que je pense... C'est le moi, je l'ai connu dans Télépirate. Je faisais toujours des imitations de lui. Ah ouais? Ouais, mes personnages préférés, c'est quand il y avait sa petite bobine de fil avec ses petites dents. Jean-Sébastien Rocassin du Trissac, allô? C'était mon émission préférée, ça. Je l'ai connu quand Télépirate, c'était rendu Carole Cassista qui l'avait remplacé pour les dernières saisons. Je pense que Guy t'a rendu au studio à ce moment-là. Ouais, puis tu sais, il y avait Christian Bégin qui était bon, mais il y avait... Élise Marquis. Ouais, ben elle, j'avais jamais compris qu'est-ce qu'elle faisait là. Je l'ai jamais trouvé drôle. Tu l'as pas aimé dans les chefs non plus, toi? Non. Pauvre Élise. Enfant forme avec Joël Legendre, c'était bon? Non, j'étais déjà rendue trop vieille. Ma soeur, elle l'a écouté, par exemple. Moi, j'écoutais ça, c'est ça.
Joël Legendre, ça vieillit bien, ça. Ouais. Mais non, mais il est correct, Joël. C'est juste crossé dans un parc, c'est des choses qui arrivent. Il n'a pas violé personne. Non. L'arbuste, par exemple, on n'a jamais eu son témoignage. Hein? Non, mais ça dépend. Si tu fais ça puis que quelqu'un te voit puis il ne voulait pas te voir, ça la fait police. Partie... Mais la police voulait le voir et l'a arrêté. Ben non, mais... On va pas là, on arrête une agression visuelle? Tu as vu quelque chose que tu voulais pas voir? On est déjà allé trop loin. C'est une méconduite sexuelle. Fait que vous avez fait un podcast sur Amos vous raconte. Oui, puis jamais on utilise le mot Joël Legendre ou autre chose de même. On est... très poli. Écrivez-nous pour des plaintes. On va les prendre, on va les analyser. On est bien à l'aise avec ça. Mais non, mais c'est ça pour dire que j'ai rien contre Joël, là, mais il a vécu son temps. Mais... Ouais. Mais par contre, Joël, pour moi, ça sera toujours le film d'Aladin de Walt Disney. Ben oui. Ouais, c'est un de mes films de Disney préférés. J'étais ado quand ça a sorti. Je le connais par cœur. Puis c'est Joël qui fait que le film est bon. Tu embarques sur le sujet de la cancel culture. Est-ce qu'on aurait dû, à ce moment-là, faire Aladin, Joël Legendre, c'est terminé? On l'écoute en VO? Moi, mon opinion personnelle, je suis vraiment contre la cancel culture, mais sous toutes ses formes. Solide. C'est pas une bonne façon de... Ben, pourquoi annuler quelque chose de 30 ans sur des valeurs de ce... Moi, je pense qu'il faut juste éduquer le monde. On va tout régler les problèmes de l'humanité avec l'éducation. Puis de former les gens, puis qui raisonnent, puis qui sont capables de faire la part des choses. Tout passe par l'éducation, tant qu'à moi. Là. Ça revient à ce que tu disais tantôt sur l'histoire? On l'étudie pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, mais on l'aga pour avoir notre note de passage à l'examen du ministère. On s'entorche à quelque part. Je veux dire, moi, quand hier, je révisais la guerre froide avec mon fils, puis je me disais, je pourrais te dire, ça a fait 5-6 ans que je connais ma guerre froide. Parce que j'ai lu des livres, j'ai écouté des films, puis ça m'intéresse. Mais pas à l'époque. Ça voulait rien dire. Je savais que tous les Russes dans nos films étaient des méchants. Je suis vraiment née dans l'époque de la guerre froide, mais... ça allait... américain, ça. Oui, totalement, mais ça allait pas plus loin. On est comme trop jeune pour apprendre de l'histoire. Ça nous intéresse pas tant que ça dans le formule scolaire. Ça dépend du prof aussi, je te dirais. Oui, beaucoup. Parce que moi, j'ai eu, je sais pas si toi tu l'as eu, mais j'ai eu Carmen Rousseau comme prof, puis j'ai été vraiment intéressé par l'histoire à ce moment-là, puis c'est grâce à Carmen, entre autres, que je voulais devenir journaliste, puis ensuite Richard Garneau qui est rentré c'est moi, ça, je dans le truc, mais... Moi, j'avais un professeur qui était français. Puis il était tellement drôle parce qu'il expliquait l'histoire de la Nouvelle-France puis du Québec et tout, avec son accent français. Puis j'écrivais toutes ces expressions qu'il disait, lui. Un moment donné, je me rappelle, il nous expliquait dans le temps des rois qui n'avaient pas de salle de bain, alors que le roi allait derrière les tontures et il allait crottiner tout bonnement derrière les tontures. Et il retournait siéger sur son trône. Fait que moi, j'écrivais ça. Crottiner, je trouvais ça drôle. Ou se fendre la pêche. J'ai un cahier, là. C'est toutes ces expressions de français. Il était à Amos? Oui. Ah, puis ma sœur était meilleure amie avec sa fille. Là, comment il s'appelait? Christian Lalu. Christian Lalu. C'était vraiment un prof d'histoire super passionnant. Il a pris sa retraite pas longtemps après? Ou Ouais, quand même. Moi, à mon année que j'étais au secondaire, tous mes profs étaient sur le bord de la retraite. J'ai jamais eu ça, un jeune prof. Parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours l'impression que tu étais juste 2 ans en haut de mon secondaire, non? 2 décennies. Ah, 2 décennies. OK, ça paraît pas. Quand tu rentrais à la maternelle, Mathieu, moi, j'étais probablement à l'université. Ah, OK. Ouais. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais Bruno est plus jeune que toi. Juste de 2 ans. Ouais, ça paraît pas. Ça fait quoi, ça? Il a l'air plus vieux. Rendu là, ça paraît plus. Ouais, c'est ça. Il a l'air plus vieux, c'est ça mon point. Parce que je veux pas qu'il prenne ma crème de jour. Rien qu'à s'en payer une. Quand Bruno est un peu stressé sur son âge, là, tu le vois, il se met à faire du vélo beaucoup. Là. Oui, c'est ça. Mon chum, c'est un gars qui a des passions super intenses, puis à un moment donné, il quitte, puis après ça revient. Mais c'est jamais c'est comme... sporadique. Oui, exactement. Il continue. Oui, il est comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il a lancé l'impro. Oui. Fait que mon podcast... Ben ouais, c'est ça. Puis là, ça continue. Ça. Là, vous avez tourné combien d'épisodes avec le podcast? Ben, nous autres, on s'est embarqués sur une mission de faire 10 épisodes. Puis c'est un projet qu'on avait comme réfléchi dans le temps de la pandémie. En fait, tout le monde avait fait le ménage de ses albums photos là, en pandémie, des trucs qu'on avait remis au calendrier grec. Fait que nous autres, on a retrouvé une boîte avec des cassettes
Des cassettes, puis c'était toutes des émissions de radio qu'on avait faites à Québec, puis on les avait tapées. Ma soeur était chez nous, puis quand on était... L'émission à jouer, elle pesait sur Play, Record, sur le tape à cassette dans l'appart. Fait qu'on a tout écouté nos épisodes. Arc! J'étais mauvaise, là, c'était épouvantable. Oui. Mais on faisait des sketchs, puis on faisait toute maison, on faisait nos voix, on avait nos objets pour faire des bruits, puis on aimait faire des sketchs de François Pérusse, pas d'ordi. Ça, c'était bon, mais nos bouts d'animation, on présentait les tunes, là. Ah oui? Musique plus stage, j'imagine? Tu sais, là, souvent, là, quand on commence en théâtre, il y en a qui chantent, là. Alors, je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord, on va commencer avec... Ça tonique mal placé. Oui, exact. C'était drôle. Fait que là, quand on est tombé sur ces cassettes-là, on a fait « Hey, on en refait-tu de la radio? » Puis là, on a comme déliré sur le but de faire une série sur Amos vous raconte. Ouais, puis là, c'est vraiment un podcast, comme on dit, scripté, en gros guillemets, parce qu'il y a quand même des segments très, très définis. Mais on sait de quoi qu'on parle. Les questions sont préparées parce que nos invités veulent un peu savoir, justement... Puis un contenu à livrer, c'est pas comme nous autres qui jasent. Là, on a jasé la guerre froide. Oui. Tu sais, on pourrait, on aimerait ça, mais on a décidé de faire une formule un petit peu plus... structurée. Puis en même temps, on n'a pas nécessairement le même public cible. Tu sais, nous autres, on pense que le public d'Amos, il est plus âgé que le vôtre. Ouais. Donc, ils vont peut-être moins aimer ça, les digressions. Tu sais, genre, je vais écouter quelque chose sur tel sujet, puis je veux qu'on parle de ça. Fait que c'est pour ça qu'on l'a un peu plus formaté. Puis moi, comme personne, j'ai découvert les podcasts comme tout le monde en pandémie, puis j'aime ceux qui sont vraiment scriptés. C'est-à-dire pas le nôtre. Oui, c'est ça. C'est le temps de vous dire que je vous écoute pas vraiment. J'écoute juste des petits bouts. Quand on commence à mettre des extraits pour aider le monde qui veut nous aider, nous contribuer, mais juste 1-2 minutes. C'est tellement pas grave. Ça, c'est, tout le monde, c'est... c'est ça, un podcast, c'est que tu développes l'intérêt pour un podcast quand tu écoutes un épisode qui t'intéresse vraiment, puis de manière tu t'attaches peut-être au delivery. Mais c'est qu'il y a tellement maintenant de styles différents. Là. C'est comme une émission de télé. Là. Tu dis pourquoi toi t'aimes les comédies, puis l'autre il aime pas ça. J'aime pas la science-fiction, j'aime un film de zombies, c'est une même. Ben, j'avoue que moi, les podcasts, j'aime ça. Ils ont des sujets, puis c'est bien scripté. Puis. Tu es une amatrice de podcasts de true crime, c'est ça? Oui, entre autres. Les autres sont très populaires. Les dictateurs. Et au Québec, en ont-tu beaucoup, les true crime? Il y a Ras Moriandi. Je les écoute juste en anglais, moi, bizarrement. J'ai pas trouvé beaucoup en francophonie. Charles Beauchesne. Lui, tu c'est vois, pas vraiment j'adore. du true crime, mais c'est l'histoire. C'est du drame de l'historique. J'aimerais ça faire ça avec l'histoire d'Amos plus tard, à la Charles Beauchesne. Trouver les pires moments de l'histoire d'Amos. Parce que, tu sais, des fois, le public, il nous raconte des petites anecdotes qu'on dira jamais dans le show. Tu sais, comme on a... Bon, là, je peux le dire, hein, mais... Il y avait quelqu'un dans le public qui nous avait raconté à un moment donné que M. Gourde, puis que vous connaissez M. et Mme Gourde, hein, dans notre circuit, c'est des gens assez stiffs, si on pourrait dire, là, bien à leur place, c'est des notables, très impliqués, tout ça très religieux. Puis il y avait quelqu'un dans le public, pas juste une personne, là, qui nous avait dit que M. Gourde avait sauté la clôture et que Mme Gourde l'avait pogné sur le fait. Et c'est comme ça qu'elle a négocié son voyage à Rome pour aller voir le pape. Puis on le disait pas. Mais ça, on le dit pas officiellement à voix haute dans le public parce que c'est du potin, on peut pas le prouver. En même temps, c'est le fun pour nous autres, mais... Entre les ligues, on voit que la relation est malsaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Après 2 ans, nous ça autres, quand on le su, fait que là, eux autres, ils le savent. Là, que, oui, mais on va pas le dire à voix haute au public. Un petit froid, cet homme-là a trompé sa femme parce que c'est pas... Moi, j'avais eu l'idée de faire un genre de truc, tu sais, un peu ça, true crime, mais tout est inventé. On fait juste... mettre de quoi, tu sais, se baser sur les lieux d'Amos, l'histoire d'Amos. On invente des affaires qui n'ont pas existé. Des affaires tu peux parler du tunnel. Des tunnels. Ben oui, puis là, tu trouves des faits, mais tu sais, des faux faits, puis tu es capable de dire que tout ça, c'est de la fiction, mais toutes les émissions, exemple de fantômes, là, ou de trucs comme ça qui passaient à Z, c'est toutes des affaires basées sur des faits réels, entre guillemets. Romancés. Ils font une émission sur « On a entendu du bruit dans une porte d'armoire. Les Ghost Hunters. Check, ma lumière. Regarde ma lumière, il y a un fantôme. Il fait froid dans le coin, il y a un esprit. C'est prouvé que les vieilles maisons, ils dégagent plus de CO2, puis que ça peut faire des hallucinations. Ils sont moins bien isolés, donc les pics électriques, ils montent. Ouais, c'est ça. Fait que des trucs comme ça. Fait que moi, je trouvais ça
j'aurais trouvé ça intéressant de faire comme une dizaine d'épisodes, une vingtaine d'épisodes. Là, on parle, mettons... Amos Paranormal. Amos Paranormal, puis on parle des affaires on romance. On invente des affaires, là, vraiment... basées sur les légendes. Mais dans le même optique, je rêvais d'un Amos vous raconte, mais un peu à la... Parce que je me suis tout tapé les pays d'en haut. Ah oui, moi aussi, j'ai écouté. Les pays d'en haut, c'est genre l'histoire, la vraie histoire, mais évidemment, c'est pas les mêmes personnages, fait que c'est inventé aussi. Puis adapté aujourd'hui avec le féminisme qui est intégré, puis les relations amoureuses, puis tout ça. Fait que de reprendre un peu, certains personnages de Amos vous raconte qui pourraient être un peu secondaires avec des faux personnages qui viendraient. Fait que là, on refait un circuit, mais comme là, c'est... fictif. Des affaires de police, des affaires, tu sais, puis s'il y aurait de quoi à faire aussi, ça serait cool. Ben, de toute façon, Amos vous raconte son histoire, le circuit, c'est sûr qu'à un moment donné, va se finir. D'autres, on dit toujours, on va attendre que les gens n'en veulent plus, l'ont tout vu, puis c'est bon, ça pogne plus, on a fait le tour. C'est sûr que là, avec la pandémie, tout le monde va être en manque de spectacles et d'expériences humaines, fait que ça va peut-être nous redonner un petit boost de 2-3 étés, parce que théoriquement, il en restait un à faire s'il n'y avait pas eu la pandémie. Puis nous autres, on était déjà en train de se dire il faut faire une suite, pas la suite du podcast, mais il faut faire autre chose, du circuit, parce qu'on s'habitue à avoir un événement de même dans notre ville, puis on veut que ça continue. Là, tu vois, je suis vraiment en train de mijoter sérieusement, peut-être justement avec François de Médiaté. Là, je vais lâcher ça à votre podcast d'en faire un pour l'Halloween. Oui, oui. Plus petit, là, pas la grosse affaire à 60 comédiens, 3 heures de run, mais juste dans mon quartier, là, j'ai 5 histoires un peu mystérieuses et dégueu que... Juste chez vous, t'en as une que tu nous avais contée? Chez nous, voisin d'en face, je vous ai raconté, le vieux palais, au vieux secteur, c'est ça, hein? Ouais, moi, je fais partie du vieux Amos. La maison en 1941. Fait que tu vois ça, c'est pas du tout... oui, c'est un peu historique, mais justement, on peut aller flyer bien épais là-dessus. Aller dans l'imaginaire des gens. Puis... mettre un doute, là. Tu sais, c'est qui? C'est comment ça s'appelle, le tourisme morbide? C'est ça l'expression qu'il y a vraiment des gens qui vont aller visiter des cimetières, des maisons hantées, des vieilles prisons. Il y a vraiment du tourisme qui sont spécialisés là-dedans. Moi, j'aime ça aussi. À Tressesson, là, avec l'espèce de manoir, il y a de quoi faire aussi, Vanessa. Juste fermer les lumières la nuit, pas de flashlight, là. C'est soit on fait un truc d'horreur avec le manoir Tressesson ou un manoir Coors Light, c'est un des deux, mais il faut faire de quoi? Le cimetière ukrainien. Aussi, ça, il avait déjà commencé. La ferme, là, c'était une belle petite mine d'or de choses épouvantes. Là, moi, je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, secondaire, quand j'avais mon permis de conduire, dans le fond, on se promenait dans le chemin de la ferme, on écoutait, il y avait un poste de radio sur le AM, c'était juste de la musique classique. Puis là, tu mettais ça dans le tapis à minuit le soir, puis tu regardais les ombres, puis tu avais des petits chemins, là, des feuilles, ça frottait sur le char. C'était le fun, là. C'est-tu avant que tu te tiennes au stationnement de voiture? C'est avant. Quand tu as eu ton permis, c'est avant que tu rencontres ta gang, tu as parqué. C'est ça, tu te promenais avant. S'il y avait eu mon âge, Benoît, il aurait été dans la gang des CB qui se tenait à côté de l'imprimerie Aricana. Il y a une pancarte. Aviez-vous des CB? Non. Les ados de mon âge avaient des CB. Ils se parquaient 3-4 chars. Tellement qu'à l'imprimerie Aricana, il y avait une pancarte qui était écrit allez faire du CB ailleurs. Là. C'était comme les badass d'Amos qui avaient des CB. J'ai déjà joué à cachette, par exemple, en auto. Ça, c'est le fun. Ouais, moi aussi, j'ai des téléphones cellulaires. Mais les autres, ils le faisaient avec des CB dans ce temps-là. Mais tu sais, le pire, c'est qu'ils se parquaient les chars à côté de l'autre puis ils se partaient en CB. Fait que pour ceux qui n'étaient pas dans la gang, on les trouvait nuls. On disait, mais Chris, baisse ta fenêtre puis parlez-vous. Mais le trip, c'est de parler dans un CB. T'étais avec un gars à ce moment-là qui avait son CB, j'imagine? Jamais. J'avais même pas eu de chum qui avait un auto. C'est vrai? Ah, moi, non. Moi, si tout le monde tripe sur des gars avec des chars, c'est sûr, ça m'intéresse pas. OK. Non. Mon premier chum à char, c'était Bruno. Là, fait qu'il était pas tant de chum, tu sais, pas tant... Ma première voiture, c'était la voiture à Bruno. La Matrix? Non, il y avait une petite Golf. Oh, OK. Rendu à Amos, ça faisait un peu pitié. On l'a vendu à un ado qui est allé le battre dans un champ bien solide. Parfait. D'autres, on a pris une petite écho. Après ça, on a un enfant, puis un siège de bébé, il ne rentre pas dans une écho. Fait qu'il a fallu changer de tour. J'ai juste souvenir de la Matrix. Ouais, la vanette, c'est quand Victor est arrivé, la Matrix. Ouais, là, on est rendu du char je faisais de l'impro secondaire dans ce temps-là. OK, ouais, c'était mon coach. OK, la Matrix, OK, ouais. Elle a fait du chemin, la Matrix, quand même. Oui, quand même. Hein? Elle est encore là. Surtout quand Bruno se déguisait avec le costume de Matrix, de Neo, puis il la conduisait. C'était classe.
Il y avait un de ces personnages d'Orbite qui avait le code de Neo. Mais oui, je sais, on s'est inspiré de ça, mais on y avait patenté un code. C'était l'année où on avait fait le thème super-héros. C'est ça, ouais. Quand il arrivait sur la toune de Kill Bill, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je savais pas trop pourquoi il faisait du flamenco, mais il faisait du flamenco. C'est parce que c'était un genre de Zorro. Ouais, c'est ça. C'était un peu un genre de Zorro. Il parlait avec l'accent espagnol. Il y avait eu un culturel au coton. Ouais, il y avait eu un personnage inspiré d'un des personnages de Stéphane Rousseau. C'est lui qui faisait une espèce de séducteur. Il voudrait mettre ma langue dans ta poussée. Bon, c'était genre d'affaire de même. Fait que là, Bruno, il y a une année, il avait dit... D'autres, Stéphane Rousseau, il nous a toujours fait bien rire. C'est un humoriste que j'aime beaucoup. Je le trouve comme vraiment déjanté quand il se lâche lousse. Là. J'aimerais être son ami. Allô, Stéphane, appelle-moi. Puis là, Bruno s'est inspiré de ce personnage-là pour créer... C'est vrai. Je me souvenais pas de ça. Puis à chaque fois que je l'entendais, je me disais, il fait penser à un humoriste, tu sais, puis je ne serais pas à mettre le doigt dessus. Mais c'était le personnage de Stéphane Rousseau, ouais. C'est cool, ça. Nice. Sinon, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été? Ben, écoute, cet été, nous autres, on continue la diffusion. Là. Au moment où on se parle, on a un petit peu franchi la moitié de nos épisodes. Puis là, cet été, ce qu'on veut faire, c'est en enregistrer 2, mais vraiment faire venir toute la troupe, les comédiens, puis se faire 2 émissions spéciales avec les comédiens d'Amos vous raconte, puis leur poser des questions vraiment sur comment ils vivent leur personnage, leur ligne préférée, des anecdotes qu'il y a eu, la pire honte qui leur est pas arrivée. Bon, plein d'affaires comme ça, parce qu'il y a des comédiens que ça fait quand même 8-9 ans qui sont avec nous, d'autres qui sont plus nouveaux. Puis on veut les faire dehors, en public, parce que ça va permettre d'animer un petit peu le centre-ville. Puis on se disait, tu sais, les émissions de radio comme vous faites là, il y a juste nous autres, il n'y a pas de public, puis il y a beaucoup de monde qui savent... Il y a Steve. Oui, Steve. mais Steve, il fait jamais de commentaires, fait qu'on ne sait jamais si on était bon. Des fois, je le vois rire. C'est vrai. Ça me rassure bien. Non, il est très professionnel, il mon nous dérange pas. public. Ouais. Fait qu'on se disait, pour un peu montrer les gens qui passent, qui se promènent, mettons au parc de la cathédrale, puis là, qui voient une émission qui s'enregistre, ben, c'est juste de voir comment ça marche, de voir un petit peu les équipements. Là. C'est toujours... Fait qu'on va faire ça cet été, 2 animations de podcasts en public. Cool. Ouais. Puis évidemment, Val d'Or vous raconte. Là, les billets, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, ça, mais ça va être bientôt, ça, Val d'Or vous raconte. Puis il va falloir faire ça vite parce qu'avec la pandémie, il y a quand même un nombre de publics. Mais là, de semaine en semaine. Oui, ça change. 2500 personnes à cette heure par circuit, je pense. Genre, c'est ça, ouais. 2500? Je peux te garantir que non, Mathieu. C'est pas ça la limite. Dernier chiffre, c'était 50. Ah, faut qu'ils aillent chacun leur toilette. Okay, c'est ça. Mais tu sais, c'est début juillet, je pense que ça commence. Fait que déjà là, on pourrait avoir une autre annonce qui dit que ça passe à 70. Ouais, surtout. C'est d'ouvrir des billets progressifs, je pense. Je pense que tu vends tes billets, puis tu fais une autre release. C'est ça. Mais comme le Théâtre des Escars fait, là. On a 250 places. Ah ouais, on a le droit d'enregistrer 75. Libéré, tu sais. Mais je pense que la prochaine date qu'il va y avoir des changements, c'est beaucoup le début août. Là, il reste d'avoir. Il n'y a pas le 28 juin qui est encore un autre. Il me semble qu'à la fin des écoles. Mais là, ça, les règles du 28 juin, on les connaît, mettons, à moins que ça change. Ah, OK. Fait que je pense que vos chiffres sont encore bons jusqu'à. Ah oui, parce que oui, pour les spectacles, les choses, ça ne change pas grand-chose. C'est 250 personnes par secteur à un maximum de 2500. 250 personnes qui se déplacent pendant le circuit, j'imagine que c'est pas possible. Non, c'est ça. Surtout s'il faut respecter une certaine distanciation, ça fait que. 1,5 mètres. C'est un attroupement extérieur, il y a d'autres affaires. C'est ça. Puis, tu sais, nous, même à Val-d'Or, on a modifié le trajet cette année parce que la 3e avenue est en rénovation. Puis, vous le savez, Val-d'Or, les trottoirs sont très étroits. Fait qu'on ne pouvait même pas prendre le public puis respecter un 2 mètres en se promenant. Ils ont des travaux. Oui, c'est ça. Fait que finalement, on a changé un petit peu le trajet. Savez-vous ce qui a changé aussi cette année dans Val-d'Or? Ils sont allés chercher des comédiens d'Amos. Beaucoup même, hein? D'autres, là, il y en a un nouveau qui est rentré dans la gang de Val-d'Or. C'était Mathieu Proulx, tu penses? Ouais, c'est ça. Je suis rendu dans Val-d'Or, je sais pas pourquoi. Il fallait-tu être mal pris? Tout ça pour te plugger. Après avoir fait tous les personnages de Amos, ben là, j'ai... Là, d'ailleurs, mais c'est un genre de personnage, tu sais, qui ressemble à Frigon, mais c'est pas un gars de commerce. Un ancien maire charpentier. Charpentier, menuisier, c'est Gourde puis Frigon que t'as mélangé. Ouais, exactement. Ouais. Fait que vous viendrez voir ça, là, ça a l'air... Oui, on lance l'appel parce que c'est vrai, Val-d'Or, il y a beaucoup de comédiens d'Amos. Parce que finalement, nos comédiens, sachant qu'il n'y a pas de spectacle cet été puis il n'y en a pas vraiment eu l'été passé, ils sont carrément en manque. Là. Ils ont vraiment, vraiment le goût
de faire des shows. Puis à Val-d'Or, ben, on avait encore un petit peu de difficulté à recruter des gars. Ça a toujours été un problème. Fait que c'est ça, on a vraiment beaucoup de... C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gars, mais dans ces affaires-là, il y a énormément de rôles de gars. C'est ça. T'as-tu donné le goût des fois de réécrire les affaires? Comme Ben, quand un routier va devenir une fille? Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme Lorette Cisco, on parle de son mari, mais est-ce que personne fait son mari, tu sais? Ouais. Fait que ça arrive souvent, là, que je fais des personnages féminins qui... Tu sais, Mme Biguet, là, dans Amos, là, genre pendant 4 ans, il n'y a pas eu de docteur. Ouais. Fait qu'elle parlait de son mari, mais on ne l'avait jamais vu. Puis là, une année, j'avais plus de gars. Même affaire Bénard, je pense que Mme Bénard est arrivée avant. Oui, on a eu sa mère. Tu sais, fait que c'est arrivé, oui, que les filles parlent de leur mari ou de leur fils qu'on voyait jamais. Ça, justement, dans le projet de Amos vous raconte, mais écrit fiction, là, ça pourrait être une façon de... Ben, c'est clair qu'il va y avoir plus de rôles féminins. De l'avant. Oui, exactement. Ben, tu vois que dans mes... ouais, c'est ça, j'allais dire dans mes œuvres. Il y a toujours 2 tangentes qui... Je suis assez nationaliste, puis je suis assez féministe. Puis c'est vrai. C'est un peu partout dans mes textes, c'est assez évident. Le discours d'Autier à la fin d'Amos vous raconte, là, c'est carrément Véro dirait ça, tu sais. On va arrêter de se faire runner par le monde des grandes villes, d'être maître chez nous, d'être maître de nos ressources, de ne pas se faire runner par le monde de Montréal qui sont jamais venus. C'est du Véro. Ça devait être un peu dans le discours d'Autier à l'époque aussi. Oui, parce que les libéraux de l'époque, si on se ramène, c'était des... René Lévesque sort de là. C'était des nationalistes, puis c'était ils étaient très ouverts, là. C'était vraiment moderne, là, disons. C'est pas les libéraux d'aujourd'hui, là. Non. Fait que, ouais, non, Autier était très nationaliste, et puis, oui, toute la gang qui était au pouvoir, assez, ouais. Super, ben merci beaucoup, Véro. On te suit sur tes réseaux sociaux, j'imagine? Oui, je suis pas très active, mais j'existe sur les réseaux sociaux. J'ai même quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux. Non, salut Sabrina. Oui, on est... Ta page personnelle, t'as fait gérer? Non, pas ma page pas ta personnelle, page, mais c'est parce que je ne vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que le podcast, puis je pense que Pierre-Marc, tu vas m'aider là-dessus. Mais ceux qui aiment les regarder, il y a YouTube, parce qu'on est en studio, puis il est vraiment beau, le studio. YouTube et TVC7 pour l'instant aussi qui sont là. Exact. Puis sinon, radio, on a Spotify, Balado, Québec. On est à Radio Boréal le mercredi à 7h. La même chose pour Médiaté Télé. Mais mercredi 7h, sont toutes relâchées en même temps sur Internet, sur Balado Québec, Spotify, sur Apple de Balado, iHeartRadio, sur Google, partout. Qu'est-ce que tu peux faire en même temps? C'est que tu peux écouter un épisode d'Amos vous raconte, puis après ça, tu peux faire la même chose. Tu peux écouter un épisode d'appropriation culturelle parce qu'on est tous à la même place. Exact. Tout le monde travaille avec la même gang, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, Pierre-Marc est avec nous sur les podcasts. Je suis côté technique, puis j'ai du sport de Ben. Et Pierre-Marc, tantôt on parlait de... Je trouvais ça dur l'année passée faire Amos parce qu'il n'y avait pas de regard. Mais quand on enregistre en studio, je regarde... À toutes les fois, je fais une semi-joke. Je regarde tout le temps Pierre-Marc. Puis là, il dit, arrête de me regarder, ça paraît. Mais j'ai besoin, moi, d'aller voir un visage qui me dit, OK, c'était drôle. Je suis tout le temps en train de me gager sur... Je suis son Steve. Ouais, c'est ça. Oui, c'est mon thermomètre de réactionnel, Pierre-Marc. Il y avait une affaire là-dessus. C'était les 20 ans de sucré salé à TV. Puis j'écoutais ça. Puis Patrice Bélanger, il faisait des entrevues avec les invités. Puis là, il checkait toujours à côté. Là. Puis là, tu dis qui tu regardes? On se parle, là. Oui, mais tu regardes le rebound de l'autre. Tu veux comme, je sais pas, faire un contact avec le public, c'est bien. C'est ça. Qui est pas là, tu sais. Tu n'as pas besoin, il nous regarde, le public, là. Il devait avoir un perchiste qui donnait des indices. Non, c'est ça qu'il disait. C'est juste parce qu'il regardait la caméra, là. C'est parce que Pierre-Marc, il est très, très expressif au niveau du visage. Fait que tu dis quelque chose, tu t'en vas tout de suite voir l'effet que ça fait parce que mon invité en face, il va pas réagir vraiment moins que Pierre-Marc. Fait que c'est comme une face à clown que tu... Puis quand ça fait 15 minutes que tu vois qu'il n'a pas réagi, tu te dis, le segment, il est plate, là. Faut mettre de quoi. Non, des fois, je suis comme en train d'écouter, puis je suis OK, il y a un bug, puis c'est quoi? Puis là, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça, il est dans sa tête. Faut pas trop être sévère quand on fait des podcasts, puis que des fois, il y a un temps mort, parce que c'est un peu ça le but de laisser respirer à patente. Oui, puis c'est ça que les invités... Mais les invités le demandent, ils nous le demandent, on va-tu faire du montage? Qu'est-ce qui arrive si je me trompe? Parce que c'est pas des gens qui sont habitués d'aller à la radio. Fait que là, on leur dit toujours, écoute, le but, c'est de faire une conversation naturelle. Regarde pas là, les caméras. Si on se trompe, c'est pas grave, on se reprend, puis on s'enfarge souvent là, dans nos mots. C'est entendu avec le public. C'est ça le concept. Juste exact. Que là, en Abitibi, ça commence à s'installer, puis les patterns vont venir. Là, mais ça va être intéressant.
Il y a plein de beaux podcasts. Dans les derniers 6 mois, là, les podcasts comme locaux régionaux. Nous autres, les 2 dernières semaines d'entrevue qu'on a faites, c'est 2 podcasts. Charlène, qu'on a reçu la semaine passée, c'était un podcast. Véro, là, c'était un podcast. Fait que puis c'est ça le but aussi, d'inviter les gens qui ont des podcasts pour que les communautés de un et de l'autre s'entrechoquent. Mais moi, je trouve ça le fun parce que c'est un petit peu... Il y a un petit côté rétro là-dedans parce que dans le fond, on parle podcast comme si c'était nouveau, mais c'est une émission de radio puis ça fait très longtemps que ça existe. Ouais. Mais je trouve ça le fun qu'on avait... Tu sais, toutes nous autres, nos générations, là, on avait toutes délaissé la radio, là. La radio, on était ça dans le champ de la musique, mais de revenir avec des émissions de contenu, il y en a qui vont faire plus des sketchs, d'autres des entrevues. C'est que là, il n'y a pas de normes. Non, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, puis tu as une grande liberté au niveau de la discussion, d'exprimer comme on veut, puis on est moins pogné avec on parlait de cancel culture, on dirait qu'on s'en fout plus dans le podcast. Mais il y a comme un retour aux émissions de radio, comme il y a eu dans le temps d'Amos vous raconte, le monde veillait autour d'une émission, on en jasait. C'est la démocratisation aussi de la technologie aussi. Là, c'est plus accessible. On a quand même investi pas mal, là, mais la vérité, c'est que à l'époque, ça aurait coûté bien plus cher. Ça aurait pris une tour dans le cours pour diffuser l'émission. Le Kodak, puis le téléphone, puis l'ordi, la console, c'est quand même accessible. Du film. C'est ça. Tu penses là, on filme. Là. On aurait quelqu'un qui serait comme... Non, là, on vient de brûler tant de films. C'est moins possible, mais maintenant, on a accès à ça. Oui, donc on invite tout le monde à écouter des émissions de radio. C'est des découvertes à faire. Egan serait content qu'on appelle ça des émissions de radio. Des émissions de radio. Je pourrais te dire une émission radiophonique. Ça va encore plus vieux. La radio, maintenant, mettent leurs émissions sur les plateformes parce que pour des podcasts. C'est là que maintenant les gens l'écoutent, à part dans le char. On peut choisir quand on l'écoute. C'est ça le fun. C'est ça qui est plaisant. C'est l'autre gros point. C'est vrai que ça doit être le fun d'écouter une émission de radio genre 2 ans après. Hein? Alors, lundi 15. Non, mais mettons... Moi, je me lèverais pas à 7 h pour entendre mes nouvelles, mettons. Si je me lève à 8 h d'habitude, moi, juste les écouter après. Ouais, les nouvelles, ils les mettent à chaque 15e minute de l'heure, Ben. Non, mais je sais, mais c'est un exemple. De toute façon, je tape le devoir. C'est beaucoup plus rapide. Ben non, parce que là, tu as 4 articles par mois. Oui, il faut s'abonner. Puis moi, je suis encore trop cheap pour m'abonner. Fait que je lis mes 4 articles. Puis là, des fois, Bruno ne lu un. Fait que là, je suis fâchée. Ou des fois, je l'ai lu. Puis j'étais pas contente du sujet de l'article. Puis j'ai vraiment l'impression que j'ai gaspillé mon ton tour. article. J'avais oublié ça que je vais sur le Journal de Montréal puis je me désinforme. Exact. La presse, pas dans le capitalisme, moi. Moi, je m'en vais sur Radio Abitibi. Bon, salut Jason. C'est ça. C'est ça. Ben, je l'ai écouté son entrevue avec Martin Godette. Puis, Martin, ouais, câlisse, hein? Mais tu vois, c'est drôle parce que dans cette émission-là, il dit « Suivez la censure et vous trouverez la vérité ». Ça dit, ce qu'il veut dire par là, c'est que si vous regardez ce qui a été censuré, vous allez trouver que la vérité se cache en arrière. C'est drôle, hein? On trouve plus l'émission qu'il a faite avec Martin Godette. Il l'a enlevé. Sur YouTube. Non, et puis là... Ah, il l'a enlevé aussi? Je l'ai pas trouvé en tout cas hier. Je l'ai recherché parce que je l'ai écouté au complet. Puis en tout cas, je ne retrouve pas. Ah, tabarnak. Il y a quelqu'un qui a dû comme garder ça. Il s'est fait ramasser. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des archives sur YouTube de toute façon. Ouais, puis il y a la page du ménage du dimanche a l'enregistrement. Puis ils vont faire une diffusion aujourd'hui. Samedi aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de monde qui a une chicane sur le ménage du dimanche. Pourquoi vous le laissez pas live? Puis le gars, il dit, il s'est tellement ridiculisé qu'on veut pas le ridiculiser encore plus. Il dit, moi, j'ai pas été là pour le ridiculiser. J'ai été là pour débattre des idées. Puis ça a mal viré. Puis on veut pas rire de lui. On n'est pas d'accord avec ses idées, mais le but, c'est pas de fesser sur le gars, c'est de fesser sur ce qu'il croit. Ah, c'est ça. Fait que... c'est ça. Fait que ça pour dire que on est dans un beau système de croyances. Le podcast est accessible à tous les types de personnes. C'est un peu ça. Tout le monde. C'est bien correct aussi dans le fond, là, mais parce que dans le fond, même si on n'est pas d'accord avec la personne doit s'exprimer d'abord, puis aussi les illuminer, qu'ils soient exposés plutôt que d'être cachés, je pense. C'est une bonne affaire. C'est un plus. Oui, puis mais en même temps, on peut les cibler. T'sais. Oui, mais en même temps, tu sais, moi, ce que j'aime avec ces gens-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils en arrivent à croire dur comme fer à quelque chose comme le virus n'a pas existé ou la Terre est plate ou on vient d'Adam et Ève. Bon, peu importe la croyance. Moi, j'aime ça, essayer de comprendre. J'aime ça les écouter ou les lire pour essayer de comprendre, mais comment ils sont arrivés à cristalliser ça. Parce que, sérieux, ça pourrait nous arriver. On pourrait arriver un moment donné dans un épisode de vie puis qu'on cristallise une croyance qui n'a pas d'allure puis que tu y crois puis que tu peux même perdre des amis parce que... Je vais citer Frank Paquette du Crachoir du ménage du dimanche. Là.
ce qu'il disait, la meilleure façon de comprendre comment que les conspirationnistes deviennent vraiment intenses, c'est dit que c'est des escaliers. C'est un long escalier fait de petites marches. Oui. Fait qu'il dit, tu prends ta première marche, puis tu fais, ah, peut-être que c'est vrai. Puis là, t'en montes un autre, puis tu sais, toutes les marches se ressemblent. Fait que tu montes rapidement à l'escalier. Ça s'inscrit, puis toute ta narration, ta trame narrative fait du sens. Fait que là, ça devient un mané tellement gros, puis t'as tellement monté ton escalier vraiment vite que tu te revires de l'autre bord, tu peux plus redescendre. T'es tellement rendu haut. T'es embrigué, t'es carrément... c'est un genre de brainwash. Puis je veux dire, c'est les mêmes stratégies que quand tu veux prendre des enfants soldats, tu veux les amener terroristes, ou tu veux désinformer, ou te partir un culte. D'ailleurs, il risque d'en avoir dans les prochaines années, parce que sur mon podcast de culte, justement, il disait que quand on avait des traumatismes au niveau de la santé sur la planète, quand il y a une épidémie ou des trucs, la montée des gourous est spectaculaire parce que les gens sont en perte de repères scientifiques au niveau des croyances. Fait que là, du monde qui vont nous guérir la COVID avec des sectes, là, ils vont en avoir. Fait que c'est important. Stéphane Blais, c'est ça, c'est une secte. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, les autres, c'est la prémisse de la secte. Oui. La vie, c'est pas vrai. Fuck, c'est rendu qu'il faut que je me trouve autre chose. I'm l'élu. Je suis un gourou. Tu sais, à la minute que tu dois tasser tes proches ou tes amis parce que tu crois plus, tu te pognes toujours, tu commences déjà à t'isoler puis à te faire ramasser. Puis là, t'as un following qui est là, puis tu te dis comment je peux aller chercher ces gens-là pour les années proches de moi, parce que là, j'ai besoin d'amour, j'ai tout perdu autour de moi. C'est ça. Fait que va falloir faire attention à ça dans les prochaines années parce que il risque d'avoir cette petite montée-là. C'est intéressant, ça. Ben, merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. Donc, on suit Amos vous raconte son histoire sur Facebook, Val-d'Or vous raconte son histoire, les productions du raccourci. Val-d'Or, Facebook, Instagram, tout ça. Allez sur le site internet aussi, toutes les informations sont là. Ah oui, on a plein de vidéos. Abonnez-vous à l'infolette, important, concours. Oui. Il y en a eu un jusqu'à là, je pense. Fait que, ben, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, les gars. Merci.